une de l'actualité dans cette édition, le coup d'envoi du Grand Prix de l'économie nationale, toujours dans la dynamique de l'émergence d'une économie moderne, à même de booster le développement socio-économique. C'est la 13e édition de cette compétition nationale qui concerne plusieurs secteurs d'activité. Et puis le sommet du G7 qui s'ouvre ce jour au Canada, dans une ambiance tendue alimentée par la politique ouvertement protectionniste des États-Unis, avec un président Donald Trump déterminé à défendre son Amérique d'abord, qui risque de s'aliéner donc les principaux alliés des États-Unis. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, nous ouvrons ce journal par cette conférence de presse animée ce matin à la Bourse du Travail par la coordination des syndicats de la fonction publique. L'on retient en substance que la coordination poursuit dans sa logique de boycotter le forum sur la rémunération des salariés du public. Elle donne d'abord ses conditions de participation au forum et annonce un sitting le 12 juin prochain dans les services publics du pays pour bouder le début du forum. Salif Belem, Draman Guéné. Un sitting dans tous les services publics le 12 juin prochain. La coordination des syndicats de la fonction publique annonce ainsi sa stratégie pour faire échec au forum sur la rémunération des agents de la fonction publique. Les sittings auront lieu sur l'ensemble du territoire national de 8h à 11h. Et ce sera dans les services. Justement pour permettre qu'à la fin, à 11h, les gens reprennent leur service. Donc, il ne s'agit pas, on ne fera pas un regroupement à un endroit à la Bourse du Travail ou au ministère de la fonction publique. Tous les syndicats ne boycottent pas le forum, il y en a qui y participent, mais cette coordination dit combattre même les conclusions du forum. Nous, on n'est pas gênés, même s'il y en a qui estiment qu'ils sont des organisations syndicales qui vont participer à cette conférence. Mais c'est nous que ça concerne, la question des rémunérations, et nous les attendons sur le terrain. La coordination des syndicats de la fonction publique dit bien vouloir participer au forum, mais dans un format qui exclut les forces vives des débats, ou, à défaut, que les réflexions s'étendent sur la gestion de l'ensemble des richesses du pays. Autre point de l'actualité, coiffure, restauration, mécanique auto et moto ou encore menuiserie sont autant de secteurs concernés par le Grand Prix de l'économie informelle, une compétition initiée dans le but de stimuler la participation de cette économie à l'émergence d'une économie moderne à même de booster le développement socio-économique. Le coup d'envoi donné ce matin à Ouagadougou, la compétition démarre par les phases régionales d'abord. Le reportage est de Kwale Nebié et Adama Koulibaly. C'est parti pour la 13e édition du Grand Prix de l'économie informelle. Sont concernés par cette compétition cette année plusieurs secteurs parmi lesquels la coiffure, la restauration, la menuiserie bois et métallique ou encore la mécanique moto et auto. Ce prix vise à améliorer la participation de l'économie informelle à l'émergence d'une économie moderne par la transition vers le formel. La volonté du gouvernement est de mettre à terme une structure fêtière de ces organisations pour pouvoir optimiser l'accompagnement des différents acteurs qui devraient passer de l'économie informelle vers l'économie formelle. Un prix qui a sans doute impacté les activités des précédents lauréats, dont celle de 2015, Madame Zongo, qui a pu ainsi mieux formaliser son entreprise. Une fois que j'ai pu participer à ce concours, mon entreprise, vraiment, j'ai eu à formaliser beaucoup de mes documents. Ça m'a fait grandir. Et avec ça aussi, j'ai eu la clientèle. Ça a fait ma publicité. La compétition va se dérouler d'abord au niveau des régions avant la phase à l'échelle nationale. En rappel, le secteur informel tient une place importante dans l'économie burkinabé. Entre 2009 et 2012, il a représenté en moyenne 49,2% du PIB et occuperait plus de 90% de la population active. Et on reste toujours dans cette économie à la base. Si vous faites un tour à la maison du peuple à Ouagadougou en ce moment, vous y contemplerez le moringa dans tous ses états, des produits variés, poudre, graines, mais enrichis au moringa et produits cosmétiques. Si le pari de la transformation est gagné, le défi de la qualité reste tout de même à relever. D'où le thème de la 4e édition des journées promotionnelles du moringa qui met la culture du moringa en rapport avec les défis de la qualité et du développement
développement durable. On suit l'ouverture avec Rasmane Zoundi et Maïmouna Traoré. Le moringa, présenté sous plusieurs formes, graines, poudres, produits cosmétiques, huile ou associé à des mets locaux. À ces 4e journées promotionnelles, chercheurs, producteurs, transformateurs et distributeurs se sont retrouvés ici à la Maison du Peuple pour vendre leurs produits, mais aussi échanger, trouver les mécanismes pour valoriser la filière et surtout relever le défi de la qualité et du développement durable. De plus en plus, on a constaté que les produits sont vendus sans trop de contrôle de qualité. Il ne faut pas vouloir soigner quelqu'un et le contaminer en même temps. Le contrôle de qualité, ce n'est pas seulement microbiologique, il est également en composition chimique. Il faut que quand même ce qu'on livre aux consommateurs soit quand même des produits fiables. Utilisé dans le traitement de nombreuses maladies, le moringa est reconnu pour ses vertus médicinales et nutritionnelles. Il est aussi utilisé pour purifier l'eau et comme engrais. Plante aux multiples vertus, il est efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le moringa est un élément très important en termes de lutte contre les dérèglements climatiques, en termes de séquestration de carbone. Donc pour nous, c'est non seulement au niveau de l'environnement, participer à la mise en œuvre de nos engagements au niveau international sur la réduction de gaz à effet de serre, mais de l'autre côté également, promouvoir des revenus, de l'emploi. Les journées promotionnelles du moringa se poursuivent jusqu'au dimanche prochain. Outre l'exposition, il est prévu des communications et des conférences débats sur des thèmes variés portant sur la production, le financement, la transformation et le conditionnement des produits. Et au chapitre alimentation et nutrition, avec plus de 2500 élèves des écoles primaires de Dori qui prennent du yaourt à l'heure du goûter, le projet lait du programme alimentaire mondial a un écho retentissant notamment dans le Sahel puisqu'il permet de maintenir les enfants à l'école. Le représentant du PNUD et les ambassadeurs de France et de Belgique constatent effectivement la présence du yaourt dans l'alimentation des élèves à l'école primaire de Bouloy à Dori. Reportage Yamba Nakuluma Sekuzongo. Le programme alimentaire mondial sur les traces de ses actions. Il est 10 heures à l'école primaire publique de Bouloy dans la SEP Dori 2 et il n'est pas question pour les élèves de rater ce moment précieux de la journée. Les mains bien lavées, un gobelet de lait et une cuillère à sa portée. Cet instant unique de l'écolier est vécu dans une vingtaine d'écoles pour la phase pilote du projet lait. Et j'ai un exemple de yaourt dans les tasses qui sont transportées chaque matin aux enfants au niveau de l'école. Et les enfants appellent ça l'or blanc parce qu'ils adorent ça. C'est le yaourt qui est produit ici sur place avec le lait qui est collecté ici chaque matin sur place et qui est distribué directement aux écoles le matin fraîche. Du yaourt frais au menu des cantines scolaires, c'est offrir aux enfants une qualité sanitaire irréprochable, mais surtout assurer leur accès et leur maintien à l'école. S'il n'y a pas le yaourt aujourd'hui, on se dit vraiment on aura des problèmes avec les enfants. Pour les maintenir à l'école, ça ne sera pas facile. Mais avec le yaourt, on a remarqué même avec le recrutement, ça ne fait que chaque année améliorer. Le projet lait du PAM au Sahel est une innovation majeure. En plus d'améliorer la fréquentation des élèves, il participe à l'autonomisation des familles et à la promotion d'un modèle de cantine endogène. C'est un projet qui est complètement inséré dans la population et qui répond à un besoin qui est un besoin fourni par l'État en principe, et pas en apportant des produits qui viennent d'ailleurs, mais en donnant aux enfants des produits qui sont fabriqués ici par leur mère. À ce jour, le projet lait du programme alimentaire mondial au Sahel profite à 2500 élèves environ. À terme, 120 000 enfants repartis sur 950 écoles devraient bénéficier du yaourt dans le menu de leur cantine scolaire. Et la situation de nomadisme qui ne devrait plus être un obstacle à l'éducation des enfants. C'est en tout cas la barrière que tente de lever le concept e-nomade pour apporter l'éducation partout où besoin sera au profit des jeunes nomades. Le projet est porté par l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane. L'application est présentée aux acteurs de l'éducation de 13 pays de l'Afrique du Centre et de l'Ouest à Bobo Dioulasso, Drissa Traoré, Hahadi Sandamba. Avec un téléphone portable muni d'un système Android,
L'éducation est désormais à portée de main et ce, grâce à une application dénommée Inomad. Comme son nom l'indique, c'est un système qui permet à l'élève d'étudier en tout temps et en tout lieu. Il a été mis au point dans le souci donc de donner une éducation de qualité aux jeunes en milieu rural, surtout ceux en situation de transhumance. Il est du devoir de l'ensemble des acteurs, en tout cas qui sont soucieux de la question de l'éducation-formation, d'éduquer toutes les filles et tous les fils donc, de cet espace, quelle que soit la nature de leurs activités et quel que soit leur mode de vie. Donc c'est ainsi que nous avons pensé que ces populations, aussi mobiles soient-elles, ont droit à l'éducation. Et nous avons donc imaginé qu'il fallait trouver une forme d'éducation à distance. C'est une trouvaille du cabinet burkinabé Open Education. Et voici l'équipe qui a mis au point cette technologie. Nous avions donc ce projet-là que nous avons soumis à la CEDEAO. Et il s'est trouvé donc qu'APES aussi était dans le besoin. Et c'est comme ça donc que nous avons été mis donc en contact par la CEDEAO qui nous a accompagnés donc dans ce projet-là pour nous permettre vraiment de répondre donc aux besoins de APES qui est d'allier langue nationale, éducation et technologie. Et c'est en moins de 6-7 mois que cette application a vu le jour. C'est un projet qui prend en compte les questions énergétiques avec des power banks solaires qui seront mises à la disposition des élèves. Et la rencontre de Bobo Dioulasso consiste donc à expliquer l'application Inomad au détail près à ces acteurs de l'éducation venus de 13 pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Nous restons à Bobo Dioulasso pour constater les travaux du chantier de construction de la cité universitaire de Belleville que l'on estime à un taux d'exécution d'au moins 70%. Les responsables de l'ouvrage rassurent le ministre en charge de l'enseignement supérieur sur le délai de livraison de novembre 2018 qui devrait être respecté. Une visite de terrain qui satisfait le professeur Al-Kassoum Maïgal, Lamine Karantao et Ismaël Saturné Paré pour des précisions. Une année après le lancement officiel par le Premier ministre Paul Kabatieba, le premier responsable de l'enseignement supérieur est sur le chantier de construction phase 2 de la cité universitaire de Belleville de Bobo Dioulasso. C'est une visite pour toucher du doigt la réalité du terrain, mais aussi s'assurer de la bonne tenue des travaux. Ça frappe à l'œil déjà. Tout celui qui traverse la ville de Bobo de ce côté-là, il voit déjà comment ça poussait très vite. On nous a annoncé un taux d'exécution physique de 70%, ce qui est très appréciable. On a aussi l'espoir d'ailleurs de finir avec le chantier avant les échéances fixées, puisque c'était prévu pour finir en novembre 2018. Mais quand vous avez des acteurs qui sont rendus à ce niveau et qui vous disent que d'ailleurs on aura le chantier largement avant cela, on va avoir nos infrastructures, je pense qu'il y a des motifs de satisfaction. Pour les responsables en charge des travaux, en cette phase 2 de construction, de nombreuses infrastructures, outre celles déjà érigées dans la phase 1, verront leur réalisation. Nous avons réalisé 3 pavillons d'hébergement qui nous offrent une capacité d'accueil de 1520 nouveaux étudiants. Pour ce qui concerne la restauration aussi, on a prévu l'extension du restaurant universitaire. Déjà, la première phase, on a réalisé un restaurant de 800 places. Actuellement, nous sommes en train de réaliser un second restaurant, une extension du restaurant d'une capacité de 500 places. Également, nous allons réaliser un centre bucco-dentaire et aménager des voiries et les réseaux divers qui restent. La cité universitaire de Belleville de Bobo Dioulasso est érigée sur une superficie totale de 15 hectares. Et cette phase 2 de construction a mobilisé plus de 8,7 milliards de francs CFA. À terme, elle devra améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Parlons à présent littérature avec l'abbé Alfred Bonkungu et Laurent Moustapha Kibora, 2 auteurs burkinabés qui viennent de publier chacun un ouvrage sur les questions de terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et particulièrement au Burkina Faso. Les 2 auteurs analysent le phénomène et proposent des pistes de solutions pour résister à la menace, entre autres. Le compte-rendu de la cérémonie de dédicace avec Vincent Kendrebogo. Action de développement du système local de sécurité. Quel type d'organisation pour les services de renseignement et les forces antiterroristes? C'est le titre de l'ouvrage publié par Laurent Moustapha Kibora, dans lequel l'auteur souligne la force de la ressource humaine face au phénomène terroriste. Voilà, j'ai apporté ma contribution sous l'angle de la gestion des ressources humaines. Voilà, comment
créer un cadre de collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité. Et notamment aussi voir dans quelle mesure développer les compétences des ressources humaines des forces de défense et de sécurité afin de les rendre plus opérationnels et plus performants. Au-delà du hard power ou l'option militaire, l'on peut venir à bout du terrorisme par la manière douce ou le soft power. C'est ce que défend l'abbé Alfred Bunkongu dans son ouvrage sur les organisations djihadistes. Et j'ai montré qu'en réalité, les stratégies militaires luttent contre les manifestations du terrorisme. Mais pour arriver à ses racines, il faut une méthode soft. Et le soft power, c'est une socialisation, une éducation qui intègre les valeurs culturelles et religieuses. Au présidium de la cérémonie de dédicace, le président de la CENI, Newton Ahmed Bari, mais aussi le ministre de la Sécurité, visuellement intéressé par ces nouvelles publications. Je voudrais ici en tout cas montrer mon entière satisfaction à l'endroit de ces deux auteurs qui ont ouvert une voie, car je suis sûr que beaucoup de gens vont emprunter cette voie parce que nous avons besoin aujourd'hui de mener aussi un combat idéologique, un combat de culture contre le terrorisme. Les deux ouvrages destinés au public sont désormais disponibles en librairie. Hors de chez nous, les dirigeants des 7 pays les plus riches de la planète sont réunis au Canada pour un sommet dans une ambiance des plus tendues. D'un côté, le président américain prêt à faire cavalier seul pour défendre son Amérique d'abord, et de l'autre, les 6 alliés traditionnels des États-Unis désemparés de voir Donald Trump fouler systématiquement aux pieds les principes du multilatéralisme et du libre-échange. Les dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète réunis ce vendredi au Canada pour un sommet du G7 qui s'apparente plutôt à un G6 plus 1. Le vilain petit canard, c'est Donald Trump attendu au tournant par les autres participants, remonté contre les nouveaux tarifs douaniers sur les importations d'acier et d'aluminium décidés par le président américain. Son homologue français Emmanuel Macron a déjà appelé à résister à l'intimidation américaine. Peut-être que ça est égal au président américain aujourd'hui d'être isolé, mais nous, ça nous est aussi égal d'être à 6, si besoin était, parce que ces 6-là représentent des valeurs, représentent un marché économique qui a cette force de l'histoire et qui surtout représente une vraie force au niveau international aujourd'hui. Riposte de Donald Trump via un tweet lapidaire. Le Canada et la France font payer aux États-Unis d'énormes taxes. Ils créent des barrières non monétaires. Et le président américain de souligner les plus de 150 milliards de dollars d'excédent commercial de l'Union européenne avec les États-Unis. Le ton de ce G7 est donc donné. La confrontation s'annonce tendue lors de ce sommet qui se tiendra durant 2 jours dans un manoir de la petite ville québécoise de la Malbaie où la sécurité a été renforcée. Les manifestants sont strictement tenus à l'écart. À lire dans les quotidiens burkinabés, le président burundais Pierre Nkurunziza quittera-t-il vraiment le pouvoir en 2020 comme il l'annonce, puisqu'il l'annonce à la surprise générale alors que beaucoup lui prêtent l'intention de rester en poste jusqu'en 2034 comme le lui permet la Constitution. La presse burkinabé prise de court par cette annonce se perd dans une multitude d'interrogations. On feuillette les journaux avec Vincent Kiendre-Beogo. Quelle mouche a piqué Pierre Nkurunziza, l'énigmatique président Messi de Bujumbura? Le Saint-Esprit lui a-t-il encore rendu visite ou s'est-il cogné la tête par inadvertance à un pilier du cossu palais de Gitega, s'interroge aujourd'hui au Faso. En tout cas, l'annonce du président burundais de quitter le pouvoir en 2020 a pris de court les Burundais qui ont dû se pincer la peau pour s'assurer qu'ils ne sont pas en train de vivre un rêve trop beau, trop féerique. En fin de compte, Nkurunziza quittera-t-il vraiment le pouvoir? Pour l'observateur Palga, le président burundais fait rêver, mais ces déclarations pourraient n'être qu'une théâtralisation de son rôle d'homme providentiel, désintéressé par le pouvoir pour après accepter un appel patriotique du peuple à rester aux commandes. Le pays est tout aussi sceptique quant aux intentions du président burundais. La promesse d'un dictateur n'engage que ceux qui y croient, écrit le journal. Et il ne faut pas s'étonner que dans quelques mois, l'on assiste à des mises en scène, des marches suscitées pour exiger que Nkurunziza reste au pouvoir. Mais qui sait, se ravise le journal,
Peut-être qu'il a enfin pris conscience que sa marche au pas forcé est sans issue. Et si c'est le cas, alléluia. Une brebis égarée vient d'être enfin visitée par le Saint-Esprit en période de Ramadan. Fin des informations pour cette mi-journée. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bon après-midi à tous.